Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantis. On est très content de vous accueillir puisque ça veut dire que le mercato s'accélère et ça c'est une bonne nouvelle dans ces tout derniers jours. L'officialisation de Nicolas Pepe est faite, c'est annoncé, on a même eu le temps de voir une conférence de presse qui n'est pas forcément très digne d'intérêt, on en parlera peut-être plus tard dans cette émission, mais le joueur a bien rejoint l'OGC Nice, devrait même participer à ses premières minutes sous le maillot rouge et noir à l'occasion du derby de la Méditerranée contre l'Olympique de Marseille ce dimanche. Mais on va parler d'abord de ses années à Arsenal, puisqu'on connaît bien le joueur en Ligue 1, notamment à Lille, mais qu'est-il devenu depuis? Qu'est-ce qui l'amène à revenir à l'OGC Nice aujourd'hui? On se doute que ce sont des difficultés sportives, mais lesquelles? Et peut-il être malgré tout un renfort de choix pour le gym cette saison? On va parler de tout ça tout d'abord avec nos chroniqueurs. Alric, salut Alric, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va, je suis un peu fatigué ce matin, mais écoute, je suis là avec plaisir. Ouais, en plus il y a eu le tirage de l'Europa League, hein, du coup Conference League d'ailleurs, je vais y arriver, je veux très fort jouer cette C3, mais ce sera que la C4 cette saison, Ouais, qui nous permet de conférence, nous c'est le projeter mot-clé. déjà sur certains déplacements. Il y a Jérémy également avec nous, salut Jérémy, comment tu vas? Salut à tous, salut Sky, bah écoute, ça va très bien. On va parler d'un très bon joueur, donc très content d'être là. C'est vrai que tu es très enthousiaste quant à cette arrivée. Un qui est peut-être un peu moins enthousiaste, c'est notre invité Flo, qui est membre du podcast Temps Additionnel, également produit par notre boîte Sports Content, et qui est supporter d'Arsenal surtout, et c'est pour ça qu'il est là. Salut Flo, comment tu vas? Salut Sky, salut les gars, merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là et puis de parler donc de Nico Pepe qui j'espère va déployer ses ailes et puis confirmer ce qu'on avait vu chez lui chez les Aigles en tout cas. Oui, parce que effectivement, ce qu'on a vu à Arsenal, et c'est probablement le thème de l'émission, c'est un peu plus compliqué. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Nicolas Pepe, voilà, qui est parti de notre Ligue 1 directement à Arsenal pour une somme record. Jérémy, on voulait d'abord peut-être commencer par justement s'attarder sur le contexte de cette arrivée qui était quand même particulière et qui, je pense, malgré tout, a aussi peut-être conditionné tout de suite l'aventure de Nicolas Pepe dans la capitale londonienne. Ouais, exactement. Moi, ma première question, en fait, c'est surtout sur son arrivée, parce que c'est vrai qu'à l'époque, même pour un grand club d'Angleterre, on parle quand même d'un transfert de 80 millions d'euros, ce qui est quand même une énorme somme. Ma question, justement, c'était juste à cette époque-là, quel a été justement l'avis des supporters et comment son arrivée s'est passée à cette époque-là? Alors ouais, c'est super intéressant de se concentrer sur le contexte de Nico Pepe quand il arrive parce qu'en effet, c'est un contexte qui est très particulier. Déjà sur l'avis des supporters, on va dire que les supporters étaient soulagés d'avoir un renfort sur l'aile. En tout cas, il nous en manquait un à l'époque. On avait un gros manque dans l'effectif et il fallait à tout prix avoir un ailier qui arrivait. Donc globalement, les gens étaient ravis d'avoir un Nicolas Pepe qui arrivait, surtout que c'est un joueur qui était jeune à l'époque. Il arrive, il a 23 ans. Il a été l'un des meilleurs joueurs, peut-être même le meilleur joueur de Ligue 1 la saison passée. Donc les gens étaient assez optimistes quant à son arrivée. Et puis le montant, donc vous soulignez aussi peut-être que Arsenal était back in business. On sortait quand même de plusieurs années de mercato où on ne dépensait pas énormément sur le marché. Et ce montant, beaucoup l'avaient pris comme un synonyme de retour de Arsenal au top sur un projet ambitieux. Alors après, sur ce montant-là, il faut quand même aussi justifier deux, trois choses. Si je peux aller un peu plus dans le contexte du club, c'est que malheureusement, cette période-là, c'est vraiment la pire période dans la politique sportive d'Arsenal, à mon avis, de ces 20-30 dernières années. Il se trouve que à ce moment-là, dans le board d'Arsenal, tu avais trois, quatre personnes qui se mettaient pas d'accord sur tout. Tu avais Sven Milsta qui était arrivé, qui était soi-disant être le directeur de football du club. Alors, tu sais pas ce que ça veut dire directeur de football, puisque au-dessus de lui, tu avais le directeur sportif qui était Raoul Sanelli. Tu avais Edu Gaspar qui venait d'arriver aussi en tant que on savait pas trop ce qu'il allait être, et Unai Emery donc, qui voulait aussi des joueurs différents. Donc il y avait ces quatre personnes qui n'avaient pas à se mettre d'accord sur les joueurs qui voulaient venir. Unai Emery poussait pour avoir Wilfred Zaha à tout prix à la place de Nicolas Pepe, mais c'est Raoul Saleni qui a voulu vraiment avoir Nicolas Pepe. Et pourquoi en fait, c'est que sur ces 80 millions d'euros, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sont partis dans des intermédiaires et chez des potes de Raoul Saleni. Je pense que Lille n'aura touché que 50 ou 60 millions du montant. Tu as 20 à 30 millions qui sont partis chez les intermédiaires. Et c'est d'ailleurs ce transfert-là qui va être investigué quelques années plus tard par les actionnaires d'Arsenal et qui vont virer Raoul Sadolini parce qu'il avait dépensé beaucoup trop d'argent dans les intermédiaires et ce transfert a été jugé comme suspect par le club. Alors, moi, j'avais une petite question par rapport
Donc tu parlais de son arrivée, du fait que les supporters étaient contents d'avoir quelqu'un sur l'aile, du renfort. Moi justement, j'avais une petite question sur son utilisation réelle sur le terrain, parce que quand je me rencarde un petit peu sur, sur certaines bases de données, on voit il a joué un peu à tous les postes sur le front de l'attaque. Lucien Favre parlait même hier dans la conférence de presse qu'il avait fait des matchs avant-centre. Comment est-ce qu'il a été utilisé principalement à Arsenal? Dans quel système? Comment Arteta le voyait dans son Arteta et Unai Emery, pardon, le voyait dans le système de jeu? Alors, chez Unai Emery, au début, on a commencé sur un 4-2-3-1. On avait Ozil à l'époque qui était encore présent au club et qui était en numéro 10. Et Nicolas Pepe était donc positionné sur le côté droit ou le côté gauche de l'attaque. De manière plus souvent sur le côté droit de l'attaque, il était ailier droit à chaque fois. Le problème aussi, c'est qu'Arsenal à l'époque était aussi parfois un peu short sur le poste de numéro 9. Donc il a joué de temps en temps au poste de 9. Mais le poste qu'il avait le plus souvent sous Emery, c'était l'ailier droit dans un 4-2-3-1, donc avec le numéro 10 qui pouvait le lancer dans le jeu. Après le départ d'Ozil, ou alors quand Emery a commencé à utiliser un peu moins Ozil, Arsenal est passé dans un 4-3-3. Et là encore, donc, il y avait Nicolas Pepe qui était vraiment sur le côté, ou gauche ou droite, ou parfois en tant que faux neuf, ça arrivait vraiment pas souvent. Je pense que c'est arrivé 1 ou 2 matchs sous Emery. Pareil sous Arteta, hein, Nicolas Pepe utilisé en faux neuf, ça a dû être utilisé 1 ou 2 fois parce que ça n'a pas été probant du tout. C'est un joueur qui, je pense, n'était pas forcément adapté pour jouer en tant que seul neuf, sans réel soutien, puisque donc il avait juste ses ailiers qui pouvaient le soutenir. Derrière, il y avait juste 2 box-to-box. Et quand il jouait numéro 9, c'était un joueur quand même qui avait du mal à créer vraiment une vraie présence dans l'attaque, à tenir le ballon pour permettre de remonter le bloc, comme le 9 est utilisé souvent dans un 4-3-3. Sur le côté, il était quand même beaucoup plus percutant. Il arrivait à créer des différences. Il connaissait souvent l'ascendance sur son latéral adverse. Et c'est là qu'il était vraiment très intéressant en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Ça a toujours été ça. Et puis, il permettait, enfin, les Emery ou Arteta essayaient vraiment de créer une communication et un lien avec son latéral derrière lui pour essayer de dédoubler ou créer des combinaisons. C'est ce qui l'a un peu plus dérangé, puisque Nicolas Pepe est un joueur qui aime beaucoup jouer sur le côté et provoquer son latéral, alors que surtout sur la fin vers Arteta demandait beaucoup à ses ailiers en fait d'aller dans les half space, donc entre le défenseur central et le latéral, pour permettre au latéral donc de Arsenal de dédoubler sur le côté. Et c'est là que Pepe était un peu plus en difficulté aussi, puisque lui, il préfère vraiment déborder, prendre le côté pour lui. Partager le côté avec son latéral, c'était un peu plus compliqué derrière. Il avait certainement des concurrents à ce poste. Comment il a géré ça justement? Alors, au tout début, au niveau des concurrents, quand il arrive à Arsenal, honnêtement, l'effectif est désastreux. On va être honnête, hein, donc il y avait quasiment aucun concurrent. Il arrive dans la ligne d'attaque, tu avais Mkhitaryan qui jouait côté gauche et qui était plus assez intéressant. Tu avais Aubameyang, Lacazette et lui. Donc au final, quand Aubameyang quand Lacazette jouait, Aubameyang pouvait glisser côté droit et donc était potentiellement le concurrent de Pepe. Mais encore, ce qui était intéressant, c'est que Pepe était vraiment le seul joueur avec ce profil-là de dynamisme, de vitesse et de percussion que tu avais dans l'effectif d'Arsenal à son arrivée. Donc il n'y avait pas de réel concurrent. Malheureusement pour lui, en fait, c'est qu'au fur et à mesure des saisons, tu vas avoir 2 nouveaux joueurs, voire 3 nouveaux joueurs assez jeunes qui vont exploser au poste d'ailier, qui est donc Bukayo Saka, qui avait commencé quand Nicolas Pepe, il était arrière-gauche. Et progressivement, en fait, donc Bukayo Saka s'est servi de ce poste arrière-gauche pour se développer. Et quand il était suffisamment prêt pour le combat de la Première Ligue, il est repassé ailier droit et c'est devenu le vrai concurrent de Pepe à partir de 2020, on va dire. Et malheureusement pour Nico Pepe, c'est que Bukayo Saka c'est très vite devenu le meilleur joueur d'Arsenal. Donc Pepe s'est fait un peu bouffer par la concurrence de Saka. Côté gauche, ça c'est aussi compliqué puisque tu as Gabriel Martinelli qui lui aussi était jeune à l'arrivée de Nico Pepe, qui s'est développé et qui s'est imposé comme titulaire sous Arteta. Emery commençait à l'utiliser. Martinelli était assez souvent blessé malheureusement, mais dès qu'il a commencé à revenir de blessure et qu'il n'a plus enchaîné de blessure, côté gauche, il s'est vraiment imposé. Et enfin, tu as un troisième jeune issu de son formation comme Saka qui était Emile Smith-Rowe, qui est revenu aussi à Arsenal en 2020 et qui a réussi à donc s'imposer aussi lui aussi côté gauche. Donc au final, aujourd'hui, Nicolas Pepe avait 3 vrais concurrents. À droite, il avait Bukayo Saka, à gauche, il avait Martinelli et Smith-Rowe.
Et malheureusement, ces 3 joueurs ont eu un meilleur rendement que lui, une meilleure adaptation au système tactique de Arteta. Donc, il s'est retrouvé progressivement de plus en plus éloigné du terrain et du 11 titulaire. Ok, merci. Justement, ma question après, c'était sur ses performances et tu as déjà un petit peu répondu. Parce qu'en fait, quand on regarde ces 3 saisons en Angleterre, il y a une seule saison en Première Ligue où il atteint les 10 buts. C'était la saison 2020-2021 où en 29 matchs, il inscrit 10 buts et une passe décisive. Donc du coup, en fait, c'était plus par rapport à la concurrence et il n'a pas su s'imposer dans l'effectif. Ou est-ce qu'il y a eu d'autres raisons du fait où il a vraiment eu du mal à s'adapter peut-être à la compétition, au pays? Ou est-ce que c'était vraiment juste la concurrence? Alors, quand il arrive en 2019, déjà, donc, il n'arrive pas dans des meilleures conditions, malheureusement, le pauvre. Il subit déjà, je pense, le montant record qui est un contre-coup pour lui, comme beaucoup de joueurs qui ont été transférés par un montant record. Et en plus, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas le joueur que voulait Emery. Emery, lui, il voulait à tout prix Wilfried Zaha. Et il avait d'ailleurs dit dans son interview après qu'il soit parti d'Arsenal, il était assez déçu d'avoir un Nico Pepe qui arrivait, puisqu'il n'allait pas vraiment fitter avec ce que Emery voulait. Donc déjà, tu as un joueur qui arrive, qui n'est pas forcément voulu par le coach et qui n'est pas forcément adapté à ce que veut Emery. Nico Pepe, là où il est vraiment très intéressant, c'est sur comme on l'a vu à Lille, hein, sur un système de transition offensive où il va avoir beaucoup d'espace et beaucoup de temps pour prendre de la vitesse et puis derrière déborder ses défenseurs. Malheureusement, à Arsenal, tu joues pas vraiment en transition, tu essaies de développer un jeu avec du ballon. Donc déjà, tu as une première difficulté de s'adapter à ce nouveau système qu'il n'avait pas forcément l'habitude d'avoir à Lille ou à Angers quand il était en Ligue 1. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai un très bon souvenir de ses premières performances à Arsenal sur la première saison. Je le trouvais super intéressant parce qu'il avait vraiment des vraies qualités de percussion. Il arrivait, je pense, encore avec aussi le boost de sa saison à Lille, où il était en pleine confiance et à chaque match, ou quasiment à chaque match, il arrivait à prendre l'ascendant sur son latéral adverse et c'était très beau à voir. Il n'arrivait pas forcément à marquer des buts ou à faire des passes décisives, mais tu voyais qu'il arrivait à dominer son latéral jusqu'à un moment du match où il allait prendre un énorme tampon digne de Première Ligue. Et dès qu'il prenait ce tampon-là, il baissait en intensité et il se cachait un peu de peur de reprendre ce tampon-là. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Et je pense que c'est assez partagé par les supporters d'Arsenal. Hein. Il a pris 2-3 attentats et à chaque fois qu'il prenait ces attentats-là, il se calmait et le latéral reprenait l'ascendant sur lui. Donc, un premier constat d'échec, je pense, ça a été une difficulté de s'adapter à l'exigence physique de la Première Ligue et à ces contacts qui sont parfois assez rudes à supporter et à ignorer pour continuer de prendre l'ascendant sur le latéral. Ça, c'était une première chose. La deuxième chose, donc, c'est que oui, au final, petit à petit, tu as eu quand même donc une différence entre ce que voulait Emery et Arteta avec les qualités de Pepe. Donc, sur la saison 2020-2021, elle est assez particulière puisque tu as une saison qui a été interrompue par le Covid et tu as un Arteta qui a quand même décidé donc de s'asseoir sur ses principes de jeu pour recréer une équipe de transition, on va dire, pour essayer de gagner des points puisqu'il était dans l'urgence. En 2020-2021, c'est une saison qui a été très très difficile pour Arsenal. On finit 8e du championnat, on gagne la FA Cup et Arsenal, donc Arteta décide de ne plus jouer avec un jeu de possession mais de jouer un jeu de transition. C'est pour ça qu'on va le voir performer et qu'on va le voir s'imposer sur le côté droit puisque c'est un jeu qui lui convient beaucoup mieux et qui va s'asseoir. C'était un gros artisan, je me rappelle, il a fait des très belles prestations en FA Cup ou en Europa League. En championnat, c'était un peu plus mitigé, mais on ne peut pas lui jeter la pierre parce que toute l'équipe était en difficulté durant cette saison-là, ce championnat-là, et ces conditions qui étaient très particulières. Et malheureusement, la saison qui vient de s'achever, donc 2021-2022, Arteta reprend un jeu de possession avec, comme je vous l'expliquais, donc des ailiers qui vont plus vers l'intérieur du jeu et des latéraux qui vont dédoubler. Et là, on a vu un Nico Pepe très très en difficulté tactiquement parlant, qui avait beaucoup de mal à s'adapter à ce que voulait Arteta. Un joueur qui avait aussi beaucoup moins de justesse technique qu'auparavant. Je pense que c'est dû à un manque de confiance du fait qu'il avait un temps de jeu qui se disséminait de plus en plus et qui était de moins en moindre. Et donc, ces circonstances-là ont créé donc un joueur qui était moins efficace, moins adapté et peut-être aussi moins impliqué, avec des hauts et des bas. Je me rappelle qu'il y a eu quand même un moment de la saison en février où je pensais vraiment que Nico Pepe allait rebondir. Il revient de la Coupe d'Afrique des Nations. Arteta dit qu'il veut recompter sur lui parce qu'il voit un nouveau Nicolas Pepe plus impliqué, plus motivé et plus avide d'apprendre ce que Arteta attend de lui. On le voit, il rentre contre Wolverhampton, un match très compliqué puisque Wolverhampton n'avait jamais pris 2 buts depuis 3-4 mois à l'époque. Il rentre à la 75e et il est actif sur les 2 buts de Arsenal.
Et à ce moment-là, on se dit, oh là là, c'est super, Nico Pepe de retour, il s'est adapté à ce que veut Arteta, on va y arriver. Et après ce match de février à mai, plus rien, des entrées catastrophiques où il était en difficulté tactiquement. Il y a eu un manque d'intelligence tactique qui a été aussi assez hallucinant. Le match contre Aston Villa où Arsenal gagnait 0, il va rentrer. Arsenal est à 10 contre 11. Il va passer ses 20 minutes de où il est rentré à faire des fautes très dangereuses qui vont créer des coups de pied arrêtés pour Aston Villa et qui vont mettre en difficulté le bloc d'Arsenal qui subissait beaucoup sur ce match-là. On gagne le match, mais en tout cas, ce match-là, donc, du coup, qui a eu lieu, je pense, en avril, a vraiment signé, je pense, la fin de Nicolas Pepe à Arsenal parce que Arteta était furieux après Pepe à la fin de ce match pour les dangers qu'il a créés et le manque d'intelligence dont il a fait preuve. Donc c'est un peu toutes ces raisons-là qui l'ont vraiment poussé à être indésirable après du côté d'Arteta et d'Arsenal. Tu parlais de son intégration en première ligue et notamment des difficultés parce que c'est un championnat réputé difficile sur l'homme. Arsenal a joué en 2019-2020 et 2020-2021 l'Europa League, donc c'est un autre football, je suppose. Comment il a performé en Europa League? Est-ce que ça a été une bouffée d'air pour lui un petit peu ou pas du tout? Complètement. L'Europa League, c'était vraiment une vraie bouffée d'air pour lui. On voyait que justement, il jouait des adversaires qui étaient peut-être moins attensifs dans les contacts et aussi peut-être qu'il laissait plus d'espace, puisque forcément, quand tu joues contre Molde, sans faire offense à Molde, tu as quand même des joueurs qui sont d'une qualité moindre et une équipe qui est tactiquement moins au point que certaines équipes de Première Ligue. Donc, il avait vraiment plus de performance. Contre Molde, justement, il fait un super match. Arsenal gagne 3-0 de mémoire et il est impliqué sur les 3 buts. Et durant tout le match, il va permettre de briller, de percuter et de retrouver un peu le Nico Pepe qu'on connaissait de Lille. Et même sur des matchs plus importants avec plus d'adversité, comme par exemple le Villarreal en quart de finale en 2020, par exemple, il arrive vraiment à créer un vrai danger contre Valence, pardon, excusez-moi, pas contre Villarreal. Il arrive vraiment à créer du vrai danger. Son association avec Aubameyang et Lacazette est très intéressante et il a été un des hommes du match sur ce match-là, en tout cas. Donc, en Europa League, c'était une vraie bouffée d'air, en effet. Il était plus adapté aux adversaires qu'il affrontait, plus impliqué aussi parce que je pense qu'il savait que l'Europa League était, on va dire, la clé pour lui pour rentrer dans le 11 titulaire après en Première Ligue. Donc, c'était un joueur qui était très déterminant pour l'Europa League, qui était toujours très très bon, mais qui n'a malheureusement jamais réussi à confirmer ça en Première Ligue derrière. Tu parlais tout à l'heure de son comportement un petit peu sur le terrain. Moi, mais j'ai une question, alors pas sur l'aspect technique et ses performances sur le terrain, mais plutôt humainement et sur son comportement. Quel était son comportement à Arsenal, par exemple, avec ses coéquipiers? Est-ce qu'il était plutôt en marge du groupe ou est-ce qu'il était vraiment intégré dans l'effectif? Comment il se comportait aussi sur le terrain vis-à-vis des arbitres? J'ai vu qu'il avait pris que 5 cartons jaunes et un carton rouge pendant son passage en Angleterre, donc c'est peu quand même, ça va. Et après, quelle est l'image des supporters vis-à-vis de Pépé sur son comportement en général? Avec ses coéquipiers, il était assez bien intégré. Donc, il arrive quand même, il y a un gros noyau français ou francophone à Arsenal avec Aubameyang et Lacazette qui vont l'intégrer et qui vont faire en sorte qu'il se sente bien dans le groupe. Moi, je suis assez les joueurs de manière assidue sur les réseaux sociaux et tu voyais qu'il était quand même très impliqué par rapport à ça. C'est un joueur qui était assez apprécié par le groupe. Donc, il n'a pas eu de difficulté de s'adapter puisqu'il a été vraiment pris en main et pris en charge par Lacazette qui est un joueur qui est assez sympathique et très important pour ce genre de choses. Tu avais aussi à l'époque Guendouzi aussi qui arrivait, donc il a réussi à bien s'adapter au noyau de joueurs et c'était pas un joueur qui était en marge du groupe en tout cas. Il était assez discret quand même. C'est pas un joueur qui va chambrer ou qui va transparaître pour des qualités extraverties. Il semble quand même assez introverti, mais pas en marge du groupe. Il était vraiment bien intégré par rapport à ça. Et malheureusement aussi, ça se ressentait sur le terrain, puisque comme il était un peu introverti à l'extérieur du terrain, tu le sentais qu'il était un peu introverti à l'intérieur du terrain. Et justement, sur les contacts dont je parlais, tu vois que parfois il subissait et il aurait gagné peut-être être un peu plus extraverti pour se rebeller là-dessus. Pareil avec les arbitres, justement. Donc c'est un joueur qui ne pose aucun problème avec l'arbitrage. Je crois que je l'ai jamais vu s'énerver contre un arbitre. Donc c'est pour ça qu'il a pas pris beaucoup de cartons. C'est un joueur qui subit beaucoup de fautes, qui se plaint jamais, alors que franchement, il aurait pu se plaindre. Hein. Il a pris des tampons qui auraient pu lui coûter une jambe cassée ou une cheville cassée. C'est pas un joueur qui s'est énervé contre l'arbitrage ou contre l'adversaire. Donc c'est un joueur qui est assez facile à gérer, on va dire, dans le vestiaire et sur le terrain, dans le sens où il va pas faire de grosses vagues par rapport à ça. Et honnêtement, il aurait pu la période dans laquelle il est arrivé. Côté supporters, les supporters, quand il est arrivé, donc, ont plutôt bien aimé Nico Pepe.
Moi, je me rappelle aussi quand on a gagné la FA Cup, il a préparé aux célébrations, il avait vraiment été apprécié, et puis il avait vraiment donné cette image de quelqu'un de très sérieux qui veut pas trop faire la fête aussi, qui veut toujours se remettre au travail. Sur son image, sur sa communication, il montre aussi qu'il est très impliqué dans le travail. Je suis pas sûr que Arteta pense la même chose, puisque Arteta fait jouer les joueurs qui travaillent le plus à l'entraînement et qui répondent le mieux à ces exigences-là. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de son histoire à Arsenal, il y a eu un décalage qui s'est vraiment créé entre ce que Nico Pepe faisait à l'entraînement et ce que Arteta exigeait de lui. Donc on a fait un petit point sur son passage à Arsenal. Moi aujourd'hui j'ai envie de te poser une question, c'est comment est-ce que tu perçois son arrivée à l'OGC Nice? Est-ce que pour toi un prêt c'est un bon choix? Est-ce que ça va lui permettre de bien se relancer? Et surtout, comment est-ce qu'on perçoit le fait que il a fait des efforts vraiment même financiers pour venir à Nice? C'était un projet qui semblait vraiment l'intéresser. Comment est-ce que tu perçois ça? En termes de destination, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui puisse lui arriver. À mon avis, revenir en France dans un championnat qu'il connaît, ça va lui faire beaucoup de bien. Dans un environnement francophone aussi, sur lequel il sera peut-être un peu moins déraciné. On sait que l'Angleterre, quand même, c'est pas la folie niveau, même si Londres c'est pas mal, c'est pas la folie aussi niveau vie, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui s'en plaignent parfois. Je pense que donc Nice, ce sera peut-être plus intéressant pour lui. Le prêt, je vais pas vous cacher, moi, je suis un peu déçu. Je voulais qu'il parte en transfert définitif, puisque honnêtement, je ne vois pas de futur Arsenal. La majorité des supporters voulaient aussi un transfert définitif, mais le prêt, à mon avis, était la seule option au vu du salaire immense qu'il a à Arsenal. C'était l'un des joueurs le mieux payé du club. Et donc forcément, c'était difficile de s'en séparer sur un transfert avec un club qui aurait été volontaire de lui payer tout son salaire. En tout cas, c'était quasiment impossible. Au vu des performances qu'il a fait depuis 3 ans, c'était pas possible du tout. Je me permets de Donc t'interrompre, Flo, parce ouais, qu'effectivement, il n'y a même pas eu d'option d'achat qui a pu être négociée. On ne sait pas très bien si c'est par rapport aux exigences d'Arsenal ou par rapport aux négociations après avec le salaire du joueur qui, comme tu dis, colossal, hein, 8,5 millions annuels, si je ne dis pas de bêtises. Selon toi, la valeur de Nicolas Pepe ou ce que Arsenal aurait pu en demander dans le cadre d'un transfert, ça se situerait autour de combien? au vu des rumeurs qu'il y avait, je pense qu'Arsenal s'attendait à avoir entre 20 et 30 millions d'euros, ce que je trouve assez ambitieux. Honnêtement, aujourd'hui, Nicolas Pepe, ça aurait été bien de le vendre aux alentours de 20 millions, je pense. 30 millions, ça aurait été beaucoup trop. Et je suis aussi très surpris du fait qu'il n'y ait pas d'option d'achat. J'ai l'impression que c'est un pari de la part d'Arsenal en se disant peut-être qu'il va pouvoir rebondir à Nice et qu'il va peut-être prendre de la valeur et on va pouvoir donc négocier un meilleur prix que les 15 millions qui avaient été évoqués en termes d'option d'achat, en tout cas au début des rumeurs avec le GC Nice. Je reste assez surpris quand même. Justement, je me posais la question si c'était, bon, tu as répondu pour des raisons financières ou si c'est vraiment comme un espoir pour Mikel Arteta de le relancer à Nice, comme par exemple on a pu le voir avec William Saliba qui s'est relancé à Nice puis à Marseille. J'y crois pas du tout. Je regarde les rumeurs d'Arsenal. En fait, tu as eu quand même beaucoup de rumeurs sur les ailiers qui étaient amenés à remplacer Pepe. Arsenal était sur Rafinha, par exemple, puis sur d'autres joueurs comme Jérémy Pino de Villarreal. Tu sens vraiment que Arteta voulait se débarrasser de Nico Pepe puisqu'il ne rentrait plus dans les cadres de jeu et ses plans de jeu. Et le prêt, c'est vraiment juste le moindre mal, un peu comme on l'a fait avec Guendouzi peut-être, ou Kolasinac, ou Mustafi. Tous ces joueurs-là que Arsenal n'avait pas à vendre à cause de leur performance sportive ou de leur salaire et qui n'ont eu d'autre choix que de partir en prêt pour essayer de vider un peu l'effectif d'Arsenal de ces indésirables, excusez-moi. Donc je pense que le prêt n'était juste la seule option possible et il n'y aura pas d'objectif derrière de reprendre Pépé. Le but, ce sera vraiment de s'en débarrasser après ce prêt-là, qu'on espère concluant. Et s'il peut rester à Nice après, bah, ce sera bénéfique pour tout le monde, donc pourquoi pas. À supposer qu'il fasse une excellente saison avec l'OGC Nice, qu'on retrouve le Nicolas Pepe qui a été champion de France avec le LOSC, il y a vraiment aucun avenir pour lui à Arsenal? C'est vraiment mort? Là, je parle d'un point de vue personnel, je pense que ouais, je pense que c'est mort puisque c'est vraiment pas le joueur qui va s'adapter et que Arteta va vouloir. Je pense qu'il va compter sur des joueurs plus jeunes et aussi moins avec un salaire moindre. Arsenal a aussi le fair play financier à respecter. Je pense que le départ d'un salaire comme Pepe sera très bienvenu au sein des finances du club. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment pas d'avenir pour Pepe à Arsenal.
On verra s'il y a des négociations possibles malgré l'absence d'options d'achat. Je pense, bon, encore une fois, c'est un avis personnel, pas une information, hein, mais je pense que c'était compliqué dans le laps de temps qui restait avant la fin du mercato et avec les échéances sportives urgentes pour l'OGC Nice. C'était compliqué de se mettre d'accord avec lui sur son futur salaire, un éventuel futur salaire à Nice en cas de levée d'option d'achat, parce que je pense qu'on peut peut-être assumer au grand maximum la moitié de son salaire. Je serais d'ailleurs curieux de savoir comment on se le partage pendant cette année de prêt, sachant qu'en plus de ça, Nicolas Pepe a accepté de baisser son salaire. Hein, c'est ce qu'il disait en conférence de presse pour pouvoir rejoindre l'OGC Nice. Messieurs, merci beaucoup. Je pense qu'on y voit un peu plus clair sur les années londoniennes de Nicolas Pepe grâce à Flo. Flo, on te retrouve cette saison dans temps additionnel pour les soirées européennes d'Arsenal, c'est bien ça? Oui, entre autres, on se retrouve aussi tous les vendredis à 9h pour parler du championnat anglais et puis aussi du championnat italien, allemand et espagnol. Donc n'hésitez pas à nous écouter, ce sera un plaisir. Voilà, temps additionnel que vous retrouvez sur la chaîne YouTube notamment de Sports Content, hein, comme Avantinissa, et également sur toutes les autres plateformes où vous nous retrouvez, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Vous connaissez à force la chanson. N'hésitez pas à nous faire un retour, un petit 5 étoiles, un pouce en l'air, ce que vous pouvez pour nous encourager. On le prend volontiers puisque en plus de ça, le calendrier va être dingue, mais on viendra vers vous très prochainement dès qu'on se sera mis d'accord avec nos partenaires, notamment sur un calendrier un peu plus précis pour suivre ce calendrier dantesque et européen de l'OGC Nice, encore une fois, cette saison. Flo, merci. Je remercie également Jérémy Merci. et Alric pour leurs questions Merci. et pour leur présence dans cette émission. Nous, on se retrouve très vite puisque voilà, il y a ce derby de la Méditerranée sur lequel on reviendra lundi et puis après, il y a la fin du mercato. Là, honnêtement, vu le nombre de joueurs attendus par Lucien Favre, c'est pas impossible que Avantinissa devienne temporairement une quotidienne. Avant-mercato. Ouais. Avant-mercato, ça en tout cas, c'est sûr. Messieurs, merci beaucoup. À très vite. Merci à toi. Et Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.